Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Jacques Beltran, je suis professeur de pédiatrie à l'hôpital Necker à Paris, où j'ai une activité de diabétologie pédiatrique. Je co-dirige aussi une unité INSERM à l'Institut Cochin, où on travaille sur les mécanismes immunologiques du diabète de type 1, et on s'intéresse pas mal au diabète du petit enfant, du moins de 7 ans. Et puis, je suis aussi président de la Société française d'endocrinologie et diabétologie pédiatrique, et avec la JD, il y a maintenant 1 an, on a publié en co-réflexion avec la Société française du diabète une prise de position autour du dépistage précoce du diabète de type 1. Donc vous avez dû être au courant, hein, ça fait 1 an qu'on parle beaucoup de dépistage. Le dépistage, c'est un vieux loup de mer qui est réapparu récemment. Et aujourd'hui, je voulais vous faire un peu un état des lieux, où est-ce qu'on en est du côté des équipes médicales autour de ce travail sur le dépistage, c'est-à-dire le diagnostic précoce du diabète de type 1. Alors globalement, ça a l'air de rien, mais dans la communauté médicale, ce dépistage, même si je pense que ce n'est pas tout à fait le bon mot, c'est une petite révolution sur la façon dont nous-mêmes, en tant que médecins, on voit le diabète de type 1. Et probablement qu'on en parlera tout à l'heure à la table ronde. Alors, le diabète de type 1, c'est une maladie qui a bien été décrite depuis des années et des années. Depuis le début des années 80, on sait que c'est une maladie auto-immune. Et si on schématise globalement comment ça se passe, le diabète de type 1, c'est une maladie qui va survenir chez des sujets qui vont avoir un terrain génétique à risque, essentiellement lié aux molécules qui sont les molécules du HLA. Et puis chez certains de ces sujets, une minorité va un jour apparaître au niveau du thymus, une population lymphocytaire qu'on appelle lymphocyté adaptatif. Alors c'est bien parce que Bertrand il vous a déjà parlé de ça, donc je n'ai pas à entrer dans les détails, mais le thymus, c'est une glande qu'on a ici, derrière le sternum, et c'est un peu le centre d'entraînement des globules blancs. Et donc dans ce thymus, c'est là que les lymphocytes sont formés à faire la différence entre des molécules de l'organisme, et des cellules de l'organisme et des cellules extérieures, comme les bactéries. Et puis un jour, chez ces sujets, il va y avoir un lymphocyte qui va apparaître, qui lui va reconnaître spécifiquement des antigènes de la cellule à insuline. Alors normalement, quand il se passe ça dans le thymus, il y a un autre système immunitaire, qui est le système immunitaire régulateur, qui va faire disparaître ce lymphocyte. Mais chez les patients avec diabète de type 1, ces lymphocytes ne disparaissent pas. Ils vont passer dans ce qu'on appelle le tissu lymphatique, où ils vont continuer à être excités par d'autres cellules immunitaires, proliférer, et puis aller vers le pancréas, où dans le pancréas, ils vont aller dans ce qu'on appelle les îlots de Langerhans, qui est la mini-structure à l'intérieur du pancréas dans laquelle se situent les cellules à insuline, et ça va provoquer une inflammation locale, ce qu'on appelle l'insulite. Et donc cette insulite, quand elle commence, et bien là, la maladie, le diabète de type 1 commence. Et donc cette insulite, elle va provoquer 2 choses, soit la mort des cellules bêta, soit celles qui ne sont pas tuées vont devenir incapables de produire de l'insuline, elles vont se mettre dans un genre de coma profond, on va dire. Et donc on voit bien que le diabète de type 1, si on résume, c'est certes une maladie auto-immune, mais c'est aussi une maladie de la cellule à insuline, et c'est une maladie progressive de la fonction, de la capacité à sécréter de l'insuline. Et donc nous, actuellement, ce qu'on fait en médecine, c'est qu'on diagnostique des patients à un stade tardif de cette maladie de la sécrétion d'insuline, c'est-à-dire quand il y a des symptômes, ce qu'on appelle le stade 3. Et puis ensuite, quand on les suit, il y a certains patients qui vont évoluer vers un autre stade qui s'appelle le stade 4, qui est celui des complications, mais il existe 2 autres stades qu'on appelle stades précliniques, qui sont des états où la cellule à insuline est déjà malade, mais ça ne se traduit pas cliniquement par des symptômes. Alors ça a été un peu artificiellement découpé aussi en stade 1 et stade 2. Stade 1, ça veut dire qu'on a la maladie auto-immune, mais que la sécrétion d'insuline qui reste est toujours capable de maintenir une glycémie complètement normale. Le stade 2, c'est un stade où la sécrétion d'insuline va commencer à être déficiente. Et donc, si on fait des examens un peu poussés, on va voir des signes de dysfonction de cette cellule à insuline, mais le patient ne va pas avoir besoin d'insuline.
Et donc on voit qu'on est dans une maladie progressive avec une sécrétion d'insuline qui va être de plus en plus altérée jusqu'à être inexistante. Et donc, ce travail, depuis des années, on se pose des questions sur est-ce qu'on peut traiter le diabète à ces stades précoces. D'abord, est-ce qu'on peut le diagnostiquer? La réponse, vous verrez, oui. Et est-ce qu'on peut le traiter pour essayer de ralentir l'évolution vers le stade 3, puis, une fois qu'on est au stade 3, essayer de ralentir l'évolution vers le stade 4. Et donc là, on n'est plus dans une idée de traitement substitutif, mais on est dans l'idée de trouver des traitements qui vont agir directement sur cette cellule bêta. Et donc, pour préserver cette cellule bêta, il va falloir essayer d'agir sur cette réponse immunitaire. Vous voyez, on change un peu le paradigme. On n'est plus sur un traitement, on n'est plus sur l'idée de faire un traitement uniquement substitutif, mais de faire un traitement qui touche la cellule bêta. Donc, soit on la remplace au stade 3 et stade 4, comme ce que vous a montré Bertrand, en donnant d'autres cellules, soit on essaye de préserver celles qui restent. Et donc, pour les préserver, il faut les protéger du système immunitaire. C'est là toute la question autour de ce dépistage du diabète. Alors, actuellement, des médicaments qui peuvent faire ça, il n'y en a qu'un qui est vraiment arrivé sur le marché. Donc, est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans tout ça pour une seule molécule? La réponse est oui, parce que d'abord, elle est efficace, et la deuxième réponse est doublement oui, puisque vous voyez que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est toutes les molécules qui sont en cours de développement et en cours d'essai clinique, que ce soit phase 2 ou phase 3, pour essayer de préserver la cellule bêta. Et vous voyez que c'est une réalité, le développement de ces médicaments. Alors, je ne vais pas aller dans les détails de tout, mais en gros, il y a différentes stratégies. Soit on touche le cœur de la réaction immunitaire, c'est-à-dire qu'on agit directement sur le lymphocyte contre la cellule bêta, soit on agit sur tout ce qui co-excite ce lymphocyte avec d'autres molécules. Et on voit bien qu'on va probablement aller avec des multithérapies. Il n'y a pas un seul médicament qui donnera la bonne solution, c'est probablement une association de médicaments à des faibles doses pour limiter les effets indésirables qui vont pouvoir permettre de préserver de façon prolongée la cellule bêta. Alors ce dépistage, c'est quand même quelque chose qui nous a beaucoup remué autour de est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire, est-ce qu'on le fait maintenant, est-ce qu'on attend. Le Conseil des familles va en parler, mais nous aussi, du côté médical, il y a aussi eu tout un débat. Alors pour essayer de proposer quelques réponses, déjà, on s'est réunis entre médecins et paramédicaux pour essayer d'écrire une prise de position sur si on fait du dépistage dans un service, comment on le fait et comment bien le faire. Là, je vous montre une petite diapo. Ça, c'est un travail qu'on a fait il y a 1 an avec les médecins qui viennent aux commissions pédagogiques. On a fait toute une réflexion autour du dépistage pour pouvoir produire un document d'information pour les médecins. Et donc, on leur a fait un petit jeu où, en fait, la question, c'était, quand on parle de le diabète dépisté, le diabète de type préclinique, c'est... Et les médecins devaient compléter par un mot, médecins ou paramédicaux. Donc, vous voyez, complexe, stressant, anxiogène, compliqué. Là, il y avait utile, et puis après, il y avait ça allait dans tous les sens, les réponses. Donc, vous voyez que spontanément, quand on parle à une équipe médicale qui n'est pas sensibilisée au dépistage, voilà les réponses qui arrivent. Ensuite, on a travaillé tous ensemble pendant 2 jours. Et là, je vais faire un petit pas de côté, parce qu'en fait, cette histoire du dépistage, c'est un peu un espèce de non-dit entre nous et les patients, parce que tout le monde se dit est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire, sauf qu'on sait que dans la pratique, il y a beaucoup de parents qui font des glycémies aux frères et sœurs sans nous le dire. Donc nous, on sait qu'ils le font. Eux, ils savent qu'on sait qu'ils le font, mais personne ne le dit en consultation. Nous, on se dit, les pauvres, c'est déjà compliqué pour certaines familles. Est-ce qu'on va pas être plus délétère en leur rajoutant ça sur la tête ? Ça, c'est peur d'induire de l'anxiété. Est-ce que vraiment ils vont avoir le choix ou pas ? Est-ce qu'on ne va pas les inciter à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire ? Ou eux nous faire quelque chose que nous, on n'a pas envie de faire. Jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de médicaments, on se disait, mais quel est l'intérêt ? Et on verra que l'intérêt, il existe même s'il n'y avait pas de médicaments.
Et puis, pour les médecins, on s'est dit, les médecins, ils se disaient, qu'est-ce que je vais faire de ce résultat, comment il faut que je les suive. Voilà, donc vous voyez, des deux côtés, c'était pas facile. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait du patient une fois qu'il est dépisté? Donc ça, c'est le même exercice qu'on a fait avec les médecins et les paramédicaux 2 jours après avoir travaillé tous ensemble sur le dépistage et avoir réfléchi entre nous. Il y avait aussi d'ailleurs des parents d'enfants. Et vous voyez, possible, important, envisageable. Donc on voit que 2 jours de discussion et la mentalité change sur ce dépistage. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait, nous, en tant que médecins, pouvoir diagnostiquer le diabète de type 1 préclinique? La première raison, c'est pour prévenir l'acidocétose. L'acidocétose inaugurale, c'est encore presque un patient sur 2 en pédiatrie. C'est une complication qui peut avoir des conséquences en termes de mortalité et en termes de morbidité. Et dans l'histoire naturelle du diabète, le moment où on perd le plus de cellules à insuline, c'est probablement au moment de cette acidocétose. Donc si déjà on arrivait à la prévenir, on pourrait maintenir une quantité d'insuline résiduelle. Et on sait que les patients qui commencent leur maladie en acidocétose, à long terme, ont tendance à avoir des HbA1c plus élevés et des diabètes moins équilibrés que ceux qui commencent sans acidocétose. Et puis cette acidocétose, on sait que c'est un événement traumatisant pour les familles, dont parfois il est compliqué de sortir, et puis de façon plus prosaïque, ça a un coût réel pour la société. La deuxième chose qu'on se dit, et ça c'est issu de notre pratique des premiers patients qu'on a dépistés à la demande des familles et qu'on a suivis, c'est que passé le choc initial, qui est réel, accompagner les familles progressivement vers l'insulinothérapie, c'est parfois assez confortable pour les familles. C'est-à-dire que du stade 2 au stade 3, les besoins d'insuline ils vont être très progressifs, ça ne va pas être du jour au lendemain. Et parfois, pouvoir dire aux familles, voilà, on mettra l'insuline à telle période, comme ça vous pouvez tranquillement poser vos congés, vous organiser, vous préparer. C'est parfois c'est quand même, à notre impression, plus confortable, même si au final, on finit toujours à l'insulinothérapie. Et puis, on peut préserver la cellule bêta. Alors pour l'instant, les moyens de préservation sont modestes. On a un médicament qui marche bien, mais on en aura d'autres dans le futur. Et c'est aussi un des intérêts de ce dépistage. Mais vous voyez, ce n'est pas le principal. Et puis, sur un plan plus général, suivre ces patients stade 1 et stade 2, même s'ils sont actuellement dans notre centre, on en suit très peu, on en suit une douzaine, mais on apprend beaucoup sur le diabète de type 1, sur son évolution, sur comment on perd de sa sécrétion d'insuline, comment on est un enfant, à quel moment on pourrait agir. Ce sont des données extrêmement précieuses. Et puis ces patients aussi, ceux qui acceptent de participer à certains protocoles de recherche, à partir de leur prélèvement sanguin, on a aussi des informations extrêmement importantes auxquelles on n'avait jamais accès avant sur les mécanismes moléculaires de la maladie. Et en plus, on est à une époque de la recherche où on a des techniques de biologie moléculaire qu'on n'avait pas il y a 10 ans et qui nous permet, avec quelques prélèvements, d'avoir des informations extrêmement riches et importantes sur comment un enfant, en fonction de son âge, va évoluer vers un diabète de type 1 et comment on pourrait agir pour essayer de ralentir cette maladie et ralentir la destruction des cellules à insuline. Alors en pratique, du coup, où est-ce qu'on en est en 2025 ? La première chose dont on avait besoin, c'était un document d'information pour expliquer aux familles qu'est-ce que c'était ce dépistage, quels étaient leurs droits et comment ce dépistage pouvait être fait. Donc là, il y a cet excellent document qui a été fait par les commissions pédagogiques, relu par le Conseil des familles, avec un travail d'aller-retour extrêmement productif, qui fait qu'actuellement, je pense qu'on a en France le meilleur document d'information probablement en Europe, pour expliquer le dépistage. Et vous voyez, on a bien mis les possibilités du dépistage. Document d'information et non d'incitation. Donc ça nous permet un peu d'harmoniser l'information que les familles vont recevoir. Ça, c'est extrêmement important que les enfants, quel que soit sur le territoire, puissent avoir la bonne information. Et puis, quelques messages forts de cette brochure. L'importance que cette information elle soit faite en tête-à-tête en consultation.
Il y a des équipes qui ont commencé à faire des réunions de famille plus généralement pour informer et distribuer la brochure dans certains CAG. Et puis ensuite, les parents en consultation discutent le cas précis de leur enfant. Et puis, pour les suivis, les services experts qui suivent des enfants diagnostiqués au stade 1 et stade 2, il y a toute une série d'hôpitaux de jour bien structurés qui ont été mis en place dans les centres experts pour que ces enfants puissent être suivis par une équipe multidisciplinaire et recevoir les soins dont ils ont besoin. Alors globalement, comment ça se dépiste? Alors c'est un peu coupé par les diapos, mais... Donc un premier test de dépistage va être réalisé, sur lequel on va rechercher des anticorps. Si le test est négatif, les recommandations disent qu'il est possible de refaire un deuxième ou un troisième dépistage en fonction de l'âge du premier dépistage. En gros, on sait que les anticorps ils apparaissent chez l'enfant à partir de l'âge de 2 ans, mais qu'il y a 3 moments dans la vie où apparaissent ces anticorps, en gros entre 2 et 4 ans, une autre fois entre 6 et 8 ans, et entre 10 et 12 ans. Donc idéalement, il faut que le dépistage soit mis à ces moments, mais encore une fois, si le dépistage est négatif, les familles sont tout à fait en droit de refuser ce redépistage. Si ce premier test de dépistage est positif, comme ce sont des tests qui en général sont faits sur des prélèvements capillaires, même si le risque de faux positif ou de faux négatif est faible, on va refaire un test de confirmation sanguin. Si le test est négatif, à ce moment-là, on revient dans le circuit de suivi light. Et puis, s'il y a des anticorps, en fonction du nombre, le suivi ne va pas être le même. S'il y a un seul anticorps, ce qui est assez fréquent et souvent assez bénin, on va suivre l'enfant pour refaire ces anticorps pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres anticorps qui apparaissent. Il faudra surtout suivre les petits-enfants, les moins de 6 ans, où là, par contre, les autres anticorps peuvent apparaître assez rapidement. Chez les grands, le suivi est quand même assez light, puisque le risque d'autres anticorps est assez faible. S'il y a 2 anticorps, à ce moment-là, on est dans une situation de diagnostic de diabète de type 1 préclinique. Et on va faire des examens complémentaires à l'enfant pour voir s'il y a des altérations de la sécrétion d'insuline déjà présentes et savoir si c'est un stade 1 ou un stade 2. Et puis ensuite, on mettra en place le suivi pluridisciplinaire adapté. Alors, qu'est-ce que c'est ça? S'il y a 100 enfants qui rentrent ici, il y en a maximum 5 qui finissent ici, donc 4 qui seront au stade 1, c'est-à-dire à une phase très précoce du diabète. Donc vous voyez que, fort heureusement, en tout cas dans les fratries, le dépistage va plus souvent finir par un arrêt de suivi que par un vrai suivi multidisciplinaire. Aujourd'hui, une des questions qui se pose pas mal dans les parcours de soins et qui parfois fait que dans certaines régions, le démarrage est un peu plus lent, c'est qui fait ce premier test de dépistage et comment, puisqu'on dépiste soit les frères et sœurs, soit les enfants de parents qui ont un diabète de type 1, et parfois se pose la question dans les centres adultes qui rencontre l'enfant en présence des parents et qui fait le prélèvement sanguin. Et là, c'est chaque centre localement qui choisit ce qui est le mieux pour la famille et pour l'enfant. Un des enjeux actuels, c'est d'améliorer les techniques de dépistage. Bien évidemment, un test de dépistage, il doit être facile à réaliser, mais il faut qu'il n'y ait pas de risque de faux négatifs ou de faux positifs. Donc, il y a actuellement différentes techniques qui sont développées, soit une technique un peu comme ce qui est fait avec le dépistage néonatal sur une goutte de sang qu'on met sur un buvard et qu'on envoie dans un laboratoire, soit un prélèvement capillaire, un peu comme ce qui est fait pour vos enfants avec l'HB1C, sur un petit tube, et puis on dose directement les 4 anticorps. Donc ça, il y a tout un travail actuellement en France pour s'assurer que ces tests soient efficaces et disponibles pour les familles, et que ensuite le test de confirmation, il ait la même qualité, quel que soit le laboratoire qui fait le dosage en France. Pardon. Alors les prochaines étapes, c'est d'essayer un peu d'évaluer ce parcours de soins. Est-ce qu'il est faisable? Donc, avec la SFD et la SFEDP, il y a un projet de création d'un registre national anonymisé des patients stade 1 et stade 2 pour essayer de voir un petit peu comment ils sont suivis et quel est au final l'impact sur la santé.
On est en train de développer pour les médecins une plateforme numérique d'aide à la décision médicale et d'aide au suivi des patients pour essayer de faciliter ce suivi qui n'est pas le plus facile. Et puis en plus, comme c'est un suivi temporaire, il faut s'assurer que les enfants ne soient pas perdus dans la nature. On continue à évaluer l'efficacité d'une méthode de dosage, mais là, il y a une méthode de dosage capillaire qui est en train de se dessiner comme étant très efficace et peu coûteuse. Évidemment, il va falloir évaluer l'efficience médico-économique de tout ça et promouvoir le remboursement de cet acte par l'assurance maladie, puisqu'actuellement, l'assurance maladie ne prend en charge que le diagnostic à partir du stade 1, mais le premier dépistage, pour l'instant, est à la charge des hôpitaux qui le réalisent. Et puis, bien évidemment, il va falloir travailler avec les familles pour voir un peu quel est le vécu de cette action et comment on peut améliorer le suivi des enfants.